Le Real Madrid ne s'arrête plus de perdre. Nouvelle défaite à domicile à Santiago Bernabéu pour les hommes de Xabi Alonso. Défaite 2-1 contre le Manchester City de Pep Guardiola. Une défaite qui, je pense, ne laisse pas le même arrière-goût que celle contre le Celta de Vigo dans la bouche des supporters, parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid a bien entamé sa rencontre, a montré de belles choses, a brillé et a été plombé par de graves erreurs individuelles de Courtois puis de Rudiger. Un match qui, du coup, laisse pensif quant au cas Xabi Alonso. On sait qu'il était sur la sellette avant cette rencontre, qu'en cas de défaite, il pouvait être viré. Maintenant, est-ce qu'il mérite d'être viré après avoir eu les mains liées dans le dos par les nombreuses blessures et après la performance honorable que le Real Madrid a délivrée sur cette rencontre? Pas sûr, on va voir, on va en discuter dans cette vidéo et je vous laisse aussi bien sûr en débattre dans l'espace commentaire. J'ai hâte de vous lire quant au sujet Xabi Alonso, le sujet chaud autour du Real Madrid actuellement. Franchement, j'ai beaucoup de mal à en vouloir à Xabi Alonso ce soir parce que sa préparation de la rencontre est très bonne. Le Real Madrid était en 4-4-2, bloc bas, sans ballon, en phase défensive, une manière très simple qui avait déjà été utilisée par Ancelotti pour contrer le Manchester City de Pep Guardiola et ça a très bien fonctionné sur le début de rencontre. Sur les 30 premières minutes, le Real Madrid n'encaisse aucun tir de la part de Manchester City. Le premier tir, c'est le tir que Courtois relâche juste devant lui et qui ensuite est repris par O'Reilly qui pousse la balle au fond des filets. C'est cette action où il y a l'égalisation de Manchester City parce qu'avant le Real Madrid, au-delà de bien défendre les Citizens, le Real Madrid avait aussi bien attaqué. Il y avait eu de nombreuses occasions déjà, de nombreuses situations dangereuses pour le Real. Et la première occasion franche, elle est venue d'un décalage de Bellingham pour Rodrigo. Rodrigo qui retrouve le temps d'un instant, le temps d'un éclair, sa confiance en lui et qui place ce ballon hors de portée de Donnarumma. Ça faisait 1-0 pour le Real Madrid dans une rencontre qui était maîtrisée bout en bout par les Madrilènes. Alors certes, ils n'avaient pas le ballon, mais c'était ça le plan de jeu de Xabi Alonso, ne pas avoir le ballon, utiliser Gonzalo Garcia, titulaire surprise dans cette rencontre comme point d'appui lors des transitions et avoir ensuite les deux flèches Vinicius Junior et Rodrigo qui apportent le danger dans le dos de la défense de Manchester City. Le plan était parfait, mais il a été jeté à la poubelle par Thibaut Courtois en premier. Il relâche ce ballon de ses mains, c'est une erreur bête et méchante de la part du portier belge qui s'est quand même bien rattrapé par la suite. On va pas lui tomber dessus pour l'ensemble de son match. Et la deuxième grave erreur, c'est Rudiger qui encore une fois a un fil qui s'est déconnecté dans son cerveau. Il a ceinturé Haaland, il l'a jeté par terre sur un centre qui était dangereux, où Haaland aurait pu avoir le ballon, penalty logique. Du coup, Haaland qui transforme, le Real Madrid rentre au vestiaire à 2-1, alors que le Real Madrid a clairement montré bien plus de choses positives sur cette première période que Manchester City, et on a senti à quel point ça avait fait mal au moral des joueurs d'être à 2-1, puisqu'ils avaient failli prendre le but du 3-1 juste avant la mi-temps, sauvé cette fois-ci par un très bon Thibaut Courtois sur cette action. Autre point positif pour Xabi Alonso sur cette rencontre, c'est l'état mental de l'équipe. Au retour des vestiaires, le Real Madrid avait le couteau entre les dents pour essayer de renverser cette rencontre. Ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi ce qui s'est passé, mais le Real s'est quand même créé de nombreuses occasions franches. Je pense à la tête d'Hendrick sur la barre, je pense évidemment au piqué raté par Jude Bellingham, on y viendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je pense aussi aux nombreuses situations obtenues par Vinicius Junior qui a pas fait grand chose de bien sur ce match, le Brésilien. On y reviendra aussi juste après. J'ai envie de me concentrer un petit peu sur Xabi Alonso, qui à mes yeux avait une préparation parfaite de la rencontre. Ces changements, on peut se poser quelques questions. La sortie un petit peu prématurée peut-être de Gonzalo Garcia, même si l'Espagnol touchait assez peu de ballons dans cette rencontre et qu'en plus l'entrée d'Arda Güler a permis de replacer Rodrigo à gauche, ce qui je trouve était très intelligent de la part de Xabi Alonso puisque Rodrigo a eu un second souffle en étant à gauche, lui qui a fait une excellente rencontre. On y reviendra aussi juste après. Ensuite, Xabi Alonso a fait d'autres changements dans cette rencontre. L'entrée de Brahim Diaz à la place de Ceballos. Bon, ça rajoute un joueur offensif, un joueur menaçant, même si Brahim n'est pas très bon en ce moment. L'entrée d'Hendrick, là, pour le coup, elle était très bien sentie, puisque le jeune Brésilien a failli marquer et a clairement apporté. On se pose la question, du coup, pourquoi Xabi Alonso l'a mis au placard sur les matchs précédents. Mais sur ce match-là, en tout cas, je trouve qu'il a globalement fait les bons choix, eu une bonne approche de la rencontre, et je n'ai pas grand-chose de négatif à dire sur lui, et je serais extrêmement déçu si le Real Madrid vire Xabi Alonso après cette rencontre, parce que ce n'est clairement pas le bon timing. S'il voulait virer Xabi Alonso, il fallait le faire après la débâcle contre le Celta de Vigo, et non aujourd'hui, où ce sont clairement des erreurs individuelles de ces joueurs qui l'ont plombé, et non sa préparation de la rencontre, ou sa capacité à tirer le meilleur de ces joueurs, parce qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'à la mort pour leur entraîneur sur ce match-là, et on a senti un vrai élan collectif magnifique de la part du Real Madrid, malgré une triste défaite. Après avoir fait un point sur la situation
situation de Xabi Alonso, je vais me mettre à parler des différentes individualités côté Real Madrid. Je commence par l'équipe qui a perdu sur ce match parce que je considère que je commence par l'équipe qui a montré le plus de choses positives sur cette rencontre. Et le meilleur joueur côté Real Madrid, sans débat possible, c'est le buteur Rodrigo, qui, le temps d'un soir, contre sa victime préférée, Manchester City, a retrouvé son costume de joueur de grand match en Ligue des Champions. C'est sa compétition, on le sait, on ne l'avait pas vu du tout à ce niveau-là depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Et là, Rodrigo, le temps d'un match, a été absolument époustouflant. Il a éliminé un nombre incalculable de fois ses vis-à-vis, que ce soit à droite, puis ensuite en seconde période à gauche. Il a évidemment réussi à marquer sa grosse occasion franche, son face-à-face contre Donnarumma, qui est pourtant pas le gardien le plus simple à battre en face-à-face, avec un angle fermé en plus. Un but qui me rappelait un petit peu celui qu'il avait mis contre l'Atlético l'an dernier. Ça tombe bien, c'était son dernier but sous le maillot du Real Madrid. Il n'avait plus marqué depuis février. Donc j'ai clairement envie d'applaudir Rodrigo parce que être capable de sortir une telle performance quand on est au fond du trou, comme il l'était depuis le début de saison et même comme il l'est depuis des mois désormais au Real Madrid, depuis la fin de saison dernière également, c'est exceptionnel de sa part. Donc franchement, bravo à Rodrigo. Rien à dire, alors que pour le coup, son compatriote brésilien sur le front de l'attaque, Vinicius Junior, là, il y a beaucoup de choses négatives à dire. Vinicius Junior a complètement raté son match. Il y a cette occasion en première période où il tente de finir avec un piqué un peu bizarre du pied droit au lieu d'utiliser tout simplement son pied gauche. Et je trouve que c'est une question qui revient un petit peu trop souvent avec Vinicius Junior. À quoi sert son pied gauche? Puisque visiblement il ne sait pas l'utiliser ou il ne sait plus l'utiliser. Et c'est bien dommage. Et au-delà de ça, il y a une rencontre où il a distillé des ballons sur les contre-attaques, sur les transitions à contre-temps. Il y a notamment une passe en seconde période sur une transition où Rodrigo avait une situation de 1 contre 1. Si la passe était bonne, Vinicius Junior a rendu plus ou moins le ballon à O'Reilly au lieu de trouver la bonne zone et la bonne passe. Et au-delà de cette action-là, il y en a eu beaucoup. Des passes de Vinicius Junior à contre-temps dans ce match-là, des centres aussi qui vont vers la mauvaise zone. C'est un match complètement à oublier pour le Brésilien qui est dans une claire mauvaise passe sous le maillot du Real Madrid dernièrement. J'ai besoin de votre avis en commentaire, ça m'intéresse grandement de savoir ce que vous pensez du match de Jude Bellingham. C'est une rencontre où on l'a vu partout. Pour le coup, c'est une rencontre où il n'a pas compté ses efforts, où il a joué aussi un petit peu plus bas sur le terrain, comme certains ont envie de le voir. Il n'a pas joué comme second ou troisième attaquant sur ce match-là. Il était cantonné d'ailleurs à un rôle d'ailier gauche défensivement. Il a fait un très bon travail d'ailleurs à ce poste-là, que ce soit sur Cherki, que ce soit sur Bernardo Silva ou que ce soit sur Phil Foden, lorsque c'était tel ou tel joueur dans sa zone. Et donc j'ai trouvé globalement le match défensif et dans les efforts de Bellingham très bon. Par contre, offensivement, c'est beaucoup plus discutable et compliqué. Il y a évidemment cette action du ballon piqué qu'il rate complètement. Je comprends pas vraiment son choix. Alors, est-ce qu'il y a une solution de passe sur cette action? Peut-être. Est-ce qu'il peut mieux faire à la finition? Sans doute. Aussi, globalement, ça manque clairement d'un bon sens du but. On n'a pas vu sur ce match-là un Bellingham en confiance devant le but, ni même un Bellingham en confiance dans ses choix offensifs. Et c'est dommage parce que ça fait mal au Real Madrid, ce manque de créativité de Jude Bellingham, parce qu'il reçoit le ballon ou récupère parfois le ballon dans de très bonnes zones, dans des zones qui sont tout à fait exploitables, avec du coup un ballon qui est dans ses pieds, qui est tout à fait exploitable, mais qui est mal exploité de la part de Jude Bellingham et c'est dommage. Donc vraiment, si je devais noter son match, je pense que je mettrais quelque chose comme un 5 ou un 6 sur 10. Si je devais noter son match sans ballon, à la récupération, sur les rares phases de pressing et quand l'équipe devait faire le dos rond, je mettrais sans doute un 8 sur 10. Et si je devais noter son match dans l'utilisation du ballon, je mettrais sans doute un 3 sur 10 pour Jude Bellingham. Donc je trouve que c'est un match très clivant et donc j'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire, cette performance de Jude Bellingham très énigmatique. Il y a d'autres joueurs qui ont réussi leur performance sur cette rencontre côté Real Madrid. Je pense à Tchouaméni qui fait un bon match. Dans l'entrejeu, on n'a clairement pas du tout vu Phil Foden, on n'a pas vu non plus Nico Gonzalez sur cette rencontre et c'est grâce notamment à la présence de Tchouaméni, même de Ceballos aussi. Le double pivot a été plutôt fonctionnel de la part du Real Madrid sur ce match, même si c'est surtout Tchouaméni que j'ai envie de retenir entre les deux. Bon match aussi d'Alvaro Carreras. On n'a pas vu City réussir à attaquer par la droite. Alors le jeu s'était très concentré sur deux coups et on y viendra juste après. Mais Alvaro Carreras a réalisé une bonne rencontre. C'était un petit peu plus compliqué en fin de match. Il a pris son jaune sur une faute sur Savigno parce que l'entrée de Savigno lui a fait du mal. On l'a senti qu'il était un petit peu épuisé. Il n'a pas trouvé ce second souffle pour mieux défendre Savigno. Mais bon match d'Alvaro Carreras. Bon match aussi de Gonzalo Garcia sur les quelques ballons qu'il a pu utiliser. C'était pas trop mal. Alors, on sent que c'est un joueur qui est un petit peu fâché quand même avec le ballon. Notamment les conduites de balles sont, je trouve, assez atroces de la part de Gonzalo Garcia. Mais les deux, trois fois où il a reçu le ballon dos au but, au milieu de terrain, pour faire monter le bloc, pour temporiser, pour jouer en appui, je trouve que ça a été assez bien senti. Ses choix, il a fait les bons. Il n'a pas eu 36 000 ballons exploitables, mais je trouve que c'est un match qui est plutôt OK de la part de Gonzalo Garcia. L'autre joueur que je trouve plutôt OK sur cette rencontre, c'est Federico Valverde.
Arrière droit, pas à son poste, sur l'un des meilleurs ailiers depuis le début de saison, Jérémy Doku, l'un des meilleurs joueurs au monde en 1 contre 1. Et franchement, Valverde a fait du bon travail. Il a quand même réussi à relativement bien faire temporiser Doku jusqu'à que l'aide défensive arrive parce qu'on en est là. Doku, c'est impossible de le freiner en 1 contre 1. Il faut le freiner en 1 contre 2, 1 contre 3, 1 contre 4. Et je trouve que Valverde l'a pas trop mal contenu sur ce qu'on peut faire et surtout sur ce qu'on voit tous les week-ends de la part de Jérémy Doku en première ligue. C'est pas si mal ce qu'a fait Valverde. Et ça me permet aussi de féliciter quelqu'un sur ce match-là, c'est Raúl Asensio qui lui a été excellent en second rideau sur Jérémy Doku. Il a été très bon dans le duel aussi face à Erling Haaland lorsque ce n'était pas Rudiger qui était dessus. Et franchement, bravo à Raúl Asensio qui a fait un match très solide du côté du Real Madrid. Ce n'est pas le cas évidemment d'Antonio Rudiger, son compère en défense centrale, qui a fait un match absolument horrible, tout simplement. Il y a évidemment ce penalty concédé, il y a des duels inutiles avec Erling Haaland. On sait qu'il avait réussi à rentrer dans sa tête à l'époque, notamment lors de la saison 2023-2024, lorsque le Real avait éliminé Manchester City. Là, pour le coup, ce n'était pas du tout le cas. Je trouve que Rudiger n'a rien apporté de bon sur cette rencontre. Il te coûte en plus un penalty. Il a failli en concéder un deuxième en plus en seconde période. Je crois que c'est sur Savigno, si je dis pas de bêtises. Sa faute qui est complètement stupide, où se fait complètement avoir. Et franchement, j'ai juste l'impression qu'on assiste au dernier match de Rudiger sur le maillot du Real Madrid avant qu'il parte en fin de saison, en fin de contrat. Et ce sera pas plus mal parce que le joueur qui avait été excellent lors de la saison 2023-2024 n'a plus l'air d'exister, tout simplement. Franchement, en face, Pep Guardiola n'a pas nécessairement fait les meilleurs choix, je trouve, pour animer son Manchester City sur cette rencontre. Déjà, il a fait le choix d'un milieu de terrain très créatif, Nico Gonzalez, Phil Foden, dans une sorte de double pivot, milieu à 3 avec Bernardo Silva aussi, même si Bernardo Silva interchangeait beaucoup avec Foden, avec Cherki. Un milieu qui, du coup, était censé être très créatif, prendre le dessus sur celui du Real Madrid, avoir une possession à outrance et surtout être très bon dans la création d'occasions. Et ce n'a pas été du tout le cas, puisque c'est le Real Madrid lui-même, finalement, qui a créé les meilleures occasions de Manchester City, les occasions de but de Manchester City. Il y a quand même des bons choix, évidemment, de faire confiance à Jérémy Doku. Ça a pesé sur la défense du Real Madrid. Ça a obligé le Real à défendre à 2, à 3, à 4 dessus. Ça a créé des décalages. Mais globalement, je trouve que le plan de Guardiola n'était pas si bon. Et encore une fois, s'il n'y a pas les deux erreurs individuelles de Courtois et de Rudiger, on est sans doute sur un match où City ne tire pas ou tire très peu au but sur la première période et où le Real Madrid rentre au vestiaire à 1-0. Alors, avec Dessy, on coupe du bois, évidemment, mais quand même, je trouve que Pep Guardiola n'a pas spécialement bien préparé sa rencontre. Les changements du Catalan, par contre, là, pour le coup, sont bien sentis. Alors, évidemment, avoir la possibilité de faire entrer un Reinders frais, évidemment que ça va apporter à ton milieu de terrain et ça va permettre à ton équipe de remonter, de garder des ballons lorsque le Real met un petit peu la pression. L'entrée de Savigno aussi, elle est logique et elle a fait très mal à Alvaro Carreras sur cette rencontre et même à Rudiger également sur ce match-là. Donc, tout n'est pas à jeter du côté de l'entraîneur catalan, même si je trouve que son plan de départ n'était pas très bon et que Manchester City aurait clairement pu se faire avoir sur la pelouse du Bernabeu ce soir. Il y a quand même des performances individuelles très positives à noter du côté de Manchester City, à commencer évidemment par Jérémy Doku qui a omnibulé la défense du Real Madrid comme rarement, avec des prises à 2, des prises à 3, des prises à 4 sur son dos, puisque c'est l'un des meilleurs joueurs de 1 contre 1 au monde. Et on l'a vu sur cette rencontre-là, la menace que fait planer Jérémy Doku est absolument exceptionnelle et permet d'ouvrir complètement le jeu de Manchester City. Le Belge a été excellent, tout comme Erling Haaland, bien sûr. Bah, il arrive à provoquer un penalty et à le marquer, donc on ne peut que le mettre dans la case des joueurs qui ont eu un bon match, même s'il a quand même été assez discret et a raté quand même un face-à-face face à Thibaut Courtois. C'est assez rare pour être souligné de la part du Norvégien. Autre joueur qui a quand même été bon, je trouve, c'est Ryan Cherki. On l'a vu surtout sur l'entame de match. Et c'est d'apporter un petit peu de créativité, d'apporter ce petit truc en plus que Ryan Cherki a clairement sur un terrain de football. Je l'ai quand même trouvé assez bridé dans le rôle que lui a donné Guardiola, avec ce rôle un petit peu d'interchanger avec Foden, avec Bernardo Silva. Je trouve que ça n'a pas trop bien marché. La mayonnaise n'a pas du tout pris sur le côté droit de Manchester City. Matheus Nunes aussi devait rester assez bas, donc il n'y avait pas vraiment de latéral pour venir aider l'ailier droit de Manchester City sur cette rencontre. Donc match assez compliqué quand même pour Cherki, mais c'est pas sa faute. Nunes, pour le coup, il n'est pas beaucoup monté offensivement, mais je trouve que défensivement, il a fait un très bon travail sur Vinicius Junior. Et enfin, j'ai un autre joueur à féliciter, le second rideau sur Vinicius Junior, Ruben Dias, un petit peu à l'instar de Raúl Asensio de l'autre côté. Je trouve que Ruben Dias a fait un excellent match en couverture et clairement l'un des hommes du match du côté de Manchester City. Je ne sais pas si je décerne mon trophée d'homme du match à un joueur de Manchester City sur cette rencontre. Si je devais le faire, je pense que ce serait clairement Jérémy Doku, mais la performance de Rodrigo est tellement bonne
qu'elle me fait hésiter en fait à donner le trophée à Rodrigo. Alors évidemment, un trophée d'MVP d'un match, ça se donne pas normalement au joueur qui perd, mais j'ai presque envie de le donner à Rodrigo. Je pense que c'est entre Rodrigo et Doku. Dites-moi en commentaire qui est votre homme du match, ça m'intéresse également. O'Reilly, il a marqué un but, mais je trouve que sa performance a été très compliquée sur son côté, avec évidemment Rodrigo qui l'a beaucoup baladé, Arda Güler aussi qui a eu beaucoup de temps pour centrer, pour créer du jeu. Ensuite, lorsqu'il est entré en jeu en seconde période, les autres joueurs qui, je trouve, ont été absolument ignobles du côté de Manchester City, c'est Phil Foden qui a tout raté de A à Z, qui a pris un jaune en début de match, qui a envoyé des transversales en touche, qui n'a absolument rien apporté de bon à ce Manchester City. L'autre joueur que j'ai trouvé absolument ignoble, et c'est pas la première fois cette saison, c'est Bernardo Silva, que je trouve mauvais, tout simplement, depuis le début de saison. Sur les matchs que j'ai vus de Manchester City et du Portugal, il est absolument nulle part, il n'apporte rien de positif, et je pense que Pep Guardiola aurait dû même le sortir plus tôt dans cette rencontre. J'ai eu encore une fois beaucoup de mal avec la performance de Bernardo Silva. C'est pas la première fois qu'il se rate contre le Real Madrid, et j'ai d'ailleurs beaucoup de mal avec le joueur beaucoup trop stéréotypé qu'il est devenu sur ces dernières saisons à Manchester City. Au classement de cette phase de Ligue, de la Ligue des Champions, Manchester City remonte à la 4e place. Pas d'inquiétude donc pour les Citizens pour finir dans le top 8, puisqu'en plus il reste Bodo Glimt et Galatasaray comme 2 matchs de Ligue des Champions. Normalement, Manchester City devrait donc assurer clairement sa place dans le top 8, peut-être même sa place dans le top 4 pour ensuite avoir l'avantage d'avoir le match retour à domicile sur la phase finale de la Ligue des Champions. En première ligue ce week-end, c'est un gros match qui attend les Citizens, puisque c'est une rencontre dimanche contre Crystal Palace. Un match important dans la course au titre, puisqu'Arsenal a fait un faux pas le week-end dernier. Manchester City doit continuer à mettre la pression sur les hommes de Mikel Arteta pour espérer remporter à nouveau la première ligue. Du côté du Real Madrid, les hommes de Xabi Alonso pointent à la 7e place. Rien de grave, surtout que les 2 derniers matchs, ce sera la réception de Monaco et un déplacement à Benfica, où le Real Madrid peut clairement prendre des points, voire même prendre les 6 points restants et assurer ainsi sa place dans le top 8. Attention quand même, parce que même si Monaco à domicile, ça paraît comme étant un match plutôt facile, le match à Benfica va être très compliqué, puisque Benfica va sans doute jouer sa qualification dans une grosse ambiance contre José Mourinho. Ça va un tout petit peu mieux en plus pour les Benfiquistes en Ligue des Champions. Donc attention pour le Real Madrid pour ces matchs-là en janvier. En janvier, en plus, on ne sait pas qui sera l'entraîneur du Real Madrid, puisque Xabi Alonso est toujours sur la sellette, et il l'est peut-être même encore plus avec cette défaite contre Manchester City. Ce week-end, pour repartir de l'avant pour le Real Madrid, c'est un match à Vitoria-Gasteiz contre le Deportivo Alavés, un match qui se fera sans Fran Garcia, sans Carreras, peut-être sans Mbappé et Camavinga, qui étaient incertains, qui sont restés sur le banc aujourd'hui, sans aussi Carvaral, Trent, Dean Howson. Il y a tellement d'absents du côté du Real Madrid que même un match à Alaves fait peur sur le papier, surtout que le Real n'arrive plus vraiment à gagner en Liga. Donc attention à ce déplacement dans le Pays Basque, qui sera peut-être le dernier match de Xabi Alonso. Je pense qu'en cas de contre-performance ou de mauvais résultats du Real Madrid, ça sera malheureusement le cas. Personnellement, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit la meilleure idée de virer Xabi Alonso, mais bon, on sait comment fonctionne le Real Madrid, on sait comment fonctionne Florentino Pérez. Si les résultats ne sont pas là, l'entraîneur sert systématiquement de fusible. Même si là, je pense clairement qu'il n'y a pas que l'entraîneur qui est responsable. Et c'est clairement, en plus, ce qu'on a vu sur la pelouse ce soir contre Manchester City. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, ce que vous pensez évidemment de la situation de Xabi Alonso. Qui est votre homme du match? Dites-moi également en commentaire si ce débrief vous a plu. Pensez à laisser un like si c'est le cas, à vous abonner, également mettre la cloche. Peut-être que je vais faire une vidéo sur la situation de Xabi Alonso avant le match contre Alaves. C'est un peut-être. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un vrai point tactique, que j'analyse la situation de Xabi Alonso, que j'analyse aussi les potentiels remplaçants, pour vous expliquer sans doute pourquoi ce serait une mauvaise idée de le virer aussitôt après lui avoir fait confiance l'été dernier. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube des analyses du Guy. Salut à tous, ciao.